Salut tout le monde, c'est Mike Trésor ici, Eleven Insiders, avec Mike, Silvio Proto. on va essayer de te cuisiner un petit peu. On sait que tu as été briefé, mais t'inquiète pas, on va pas te mettre mal à l'aise, ça va être top. Ils sont déjà bien dans cette émission pour le 7e numéro de la saison d'Eleven Insiders. 2 joueurs qui sont passés par le Sporting d'Anderlecht. Il y en a un qui est en train de faire le bonheur du Racing Gang, Silvio, en termes d'assist, en termes de but. Ben oui, t'as raison, on va le cuisiner un petit peu. Mike, t'es prêt ? Je suis prêt. Allez, Eleven Insiders, épisode 7 de la saison 2. C'est tout de suite. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on essaye d'avoir Mike Trésor dans cette Eleven Insiders. Alors autant vous dire qu'on est vraiment ravis. Mike, ça va bien ? Ouais, très bien. Et toi ? Ça, la forme, je le disais, super heureux que tu sois là. Mike Trésor, Ndia Chimillé, tu préfères qu'on t'appelle comment aussi pour les commentateurs qui commentent les matchs chaque week-end ? Mike Trésor. Mike Trésor. Ouais, comme sur mon maillot, je pense qu'il y a M. Trésor. Ouais, Mike Trésor, c'est mieux. Très bien. Silvio Proto, là, il n'y a aucun doute possible. Silvio, ça va ? Ça va très bien, mais tu sais qu'à la base, je ne m'appelle pas Silvio, je m'appelle Silvestro. Et j'ai changé mon prénom ici il y a 1 an, parce que tout le monde m'appelait Silvio. Donc j'étais à la commune, je dis bon, c'est fini Silvestro, ça s'enroule. Maintenant, c'est Silvio pour tout le monde. C'est sérieux, Silvio ? Ouais, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Parce que si j'avais le prénom en fait, de mon grand-père, dans les traditions siciliennes, c'est comme ça. Bon, quand t'es le premier fils, et on te donne, je pense en Afrique aussi, oui, ça se passe comme souvent, ça. Ouais. Et donc j'avais le nom de mon grand-père, mais comme personne ne m'appelait Silvestro, je dis allez, on va mettre Silvio, comme ça tout le monde est content. Et voilà, c'est bien. Donc tu as attendu la fin de ta carrière pour changer officiellement. J'avais pas le temps pour toutes ces enroules pendant ma carrière, donc je me suis dit là, j'avais rien à faire. Je me suis dit allez, on va aller changer son prénom. Non, je l'ai fait maintenant. C'est aussi pour ça qu'on t'aime bien, Silvio. Ouais. Chez Eleven et même en dehors, tu nous surprendras toujours dès le début de l'émission. C'est parti. Mike Trésor, le foot dans la vie, le foot dans le sang, le foot jusqu'au point de regarder la Ligue des Champions le mardi, le mercredi à chaque fois ? Oui, ça c'est sûr. Surtout avec toutes les équipes qui sont actives en ce moment. Et puis tous les clubs sont très bien garnis. Mais je pense pas qu'il y a tout le temps un favori ou un match sûr. Donc surtout très, très agréable de regarder. Ton favori justement pour cette saison en Ligue des Champions, ce serait qui ? On parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de City. Ouais, justement, ce serait ces deux-là. Ouais. Après, peut-être une petite préférence pour le PSG cette année quand même. Ouais, pas pour City et Erling Haaland. Non, je dirais le PSG. Je pense que City a encore le temps de gagner, mais le PSG, je pense qu'il est quand même temps pour eux. Favori, mais on te sent un peu supporter du club de Paris ? C'est une équipe vraiment que tu aimes bien ? Non, pas du tout. Je pense plus par rapport aux joueurs qu'ils ont et comme je disais, je pense par rapport au timing aussi. Et je pense que c'est leur année, je pense. Bon. Ouais. Silvio, les matchs de foot, est-ce que toi tu en regardais beaucoup quand tu étais joueur ? Maintenant tu es un petit peu obligé de par ta nouvelle fonction, mais à l'époque ? À l'époque jamais, je regardais jamais de foot. Ça me saoulait en fait de regarder des matchs à la télévision et je te jure que maintenant ça me plaît en fait de regarder un match parce que tu l'analyses différemment que quand tu es joueur. Ici j'essaye plus de faire dans mon rôle d'analyse, de regarder un petit peu comment ils jouent, avec les cours d'entraîneur aussi, donc tu apprends des choses, tu regardes, tu dis ouais c'est vrai, le système de jeu, mais sinon non, quand je jouais je regardais jamais. Ça me saoulait. Puis ma femme aussi, je devais déjà lui coltiner mes matchs. Il était obligé de regarder mes matchs. Mais si je devais lui faire regarder d'autres matchs, là non, c'était pas possible. Silvio, ça sent le vécu. Mike, je vais juste vous demander, attention aux oreilles, de remettre votre micro parce que visiblement il est un tout petit peu vers la droite. Voilà, c'est du direct. Merci Silvio. Moi aussi. Non, le micro de Mike est parfait. Bon, il gigote beaucoup, Silvio Proto, vous l'avez vu. Je le disais, ça sentait le vécu, Mike, à la maison aussi. Ça ressemble à quoi un week-end une fois que vous avez joué ? Bon, le jour du match, il y a match, mais le reste du temps ? Bien sûr, déjà, le lendemain, déjà, souvent, il y a entraînement. Et puis par après, à midi ou l'après-midi, il y a plein de matchs à regarder, comme en Angleterre, en Espagne au soir, souvent aussi. Donc ouais, c'est sûr, suivre les grands matchs qui vont passer, qui ne sont pas encore passés, et les suivre. Quel est le match pour lequel tu ferais absolument tout pour être devant la télé à ce moment-là ? Tout. Mais par exemple, des matchs comme City-Liverpool, je pense que ça, c'est des gros matchs à suivre, plein d'intensité. Mais après, je pense 2 équipes totalement différentes, mais très intéressant à voir. Un vrai fan de football, quoi. Ouais, quand même, j'aime beaucoup le foot. Et puis après, je trouve qu'il y a, comme je disais, le football qui est différent parmi toutes les équipes. C'est intéressant de regarder, mais aussi d'apprendre.
d'apprendre à travers les matchs qu'on regarde. Bon, et tu écoutes en quelle langue, du coup, les matchs? Parce qu'on l'entend parler en néerlandais, on se dit c'est sa langue maternelle. On l'entend parler en français, on se dit c'est sa langue maternelle. Il parle en anglais, on se dit mais c'est pas possible, c'est sa langue maternelle. Non, je pense que c'est juste la chaîne où il y a le match. Après, la plupart du temps, c'est quand même en néerlandais. Ouais, la plupart du temps, c'est quand même en néerlandais. C'est ta langue maternelle, le néerlandais? Ouais, tout le temps été à l'école en néerlandais et tout s'est passé en néerlandais. Donc, ouais, je dirais plus le néerlandais que le français. Ouais, quand même. Bon. Est-ce que tu parles espagnol? Un tout petit peu, à cause bien sûr des Sud-Américains qui sont dans l'équipe. L'année passée, cette année encore, il y a des Argentins qui sont rajoutés aussi. Donc ouais, t'entends beaucoup et je trouve qu'il y a plein de mots qui ressemblent au français. Donc c'est quand même un peu plus facile de comprendre et d'apprendre de cette façon-là. L'expérience du gardien, Silvio, tu devais aussi apprendre rapidement les différentes langues parce que la communication, dans ton cas, c'était primordial. Eh bien, tu sais, moi à l'école, j'ai appris l'anglais et aujourd'hui, j'ai des notions d'espagnol grâce au foot. J'ai appris le néerlandais en équipe nationale des jeunes parce qu'en fait, c'était tous des néerlandophones devant moi qui jouaient aux Pays-Bas, à l'Ajax et dans des équipes flamandes. Donc pour me faire comprendre, je devais parler néerlandais. À Anderlecht, les 3/4 du temps, je parlais anglais avec mes défenseurs. Et je parle italien aussi, et un peu d'espagnol. Bon, j'arrive à comprendre, mais c'est vrai ce que tu dis. Le français, en fait, il te donne quand même des bases, en fait. Et c'est vrai, quand tu même l'italien, tu as des mots qui se ressemblent avec le français ou avec l'anglais. Donc, ouais, c'est important, en fait, de pouvoir communiquer, mais pas rien que dans le football, dans la vie normale aussi. Ouais. Avec l'anglais, tu vas partout. Néerlandais, ok, ici en Belgique, tu vas partout. Et l'italien, bon, ça sert qu'en Italie, quoi. Bah ouais, c'est vrai, c'est très important, les langues. Mike Trésor, tu jongles avec tout, hein, on l'a dit. Est-ce que ça explique le bon début de saison de Genk? Bah oui, ces différents joueurs, on sent une osmose en tout cas assez exceptionnelle du côté de Genk. Alors on parle beaucoup de l'Antwerp pour l'instant, mais c'est vrai, ils sont leaders, mais à 2 points des Anversois. Et il y a les Limbourgeois. Mais quel début de saison, Mike, comment vous l'expliquez? Je pense qu'on est, bien sûr, on est très bien occupé. Après, je pense que tout le monde a commencé cette saison avec un peu une envie de revanche, un peu par rapport à la saison passée. On avait une très belle équipe la saison passée. Au début, ça s'est très bien passé. Et après, il y a eu un tournant où ça n'allait plus du tout. Le résultat et même le football qu'on produisait n'était pas bon. Mais cette année, il y a un nouveau staff. Et je pense que l'humeur, le mood en général a totalement changé en fait dans l'équipe. Et tout le monde veut mieux faire. Il y a des jeunes qui se sont rajoutés, qui viennent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et oui, je pense que pour l'instant, ça se passe très bien. Et puis, on continue de gagner du côté de Genk. La saison dernière, Silvio, cette équipe de Genk, elle était quand même par moments assez irrégulière. Aujourd'hui, quand il y a un match de Genk, peu importe l'adversaire, on sait qu'on va prendre du plaisir parce que ça joue au foot. Honnêtement, j'ai vu le premier match que vous avez joué à Bruges. C'est le seul match qu'ils ont perdu depuis le début de la saison. C'est un hold-up. On est d'accord. On peut même pas parler d'un hold-up. Hein. Vous devez mener 0-3, 0-4 au score. Leur premier shot, il met une frappe incroyable. Ouais. Après, le penalty raté de Bruges qui retombe dans les pieds. C'est vraiment pas de bol, mais dans le contenu de la partie, vous avez fait un super match. Hein. Ouais. Vous allez à Bruges devant le public et tout ça. Et là, je me suis dit, il y a un Genk cette année-ci, il y a quelque chose à faire. Après, je me disais ça aussi l'année passée, que vous avez beaucoup de qualité, mais c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, Jérémy, ils étaient inconstants. Mais les nouveaux joueurs qui sont là, toi tu prends aussi une nouvelle dimension cette année-ci, tu prends aussi un rôle de patron sur le terrain. Et pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible. Le petit truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en défense, ils font encore 2-3 fois des petites erreurs d'inattention. Bon, parfois, ils les comblent bien. Mais si vous arrivez à avoir une défense solide qui ne concède pas beaucoup de buts, vous allez faire une grosse saison. Un avantage ou pas de ne pas jouer la Coupe d'Europe? Parce que quand on regarde un petit peu, l'Antwerp est en tête, ne la joue pas non plus, vous ne la jouez pas non plus. Là où tout le monde joue pour l'instant 3 matchs par semaine avant la Coupe du Monde, c'est plutôt chill là du côté de Genk. Chill, bien sûr, après je dirais pas, car toutes les semaines, bien sûr, on doit prester et être au top, mais je pense surtout en regardant le groupe qu'on a. Comme je disais, il y a plein de jeunes qui sont rajoutés, mais on n'est pas autant non plus. Donc je dirais que d'un côté, c'est dommage, mais c'est quand même quelque chose de bien pour le championnat même, de pouvoir se focaliser totalement
100% sur le championnat même, chaque week-end. La direction vous a demandé quoi en début de saison par rapport aux ambitions, justement? Ça a été quoi? Tout le monde est venu avec la même mentalité, surtout déjà faire mieux et faire en sorte qu'on preste comme Genk le mérite en fait, et remettre le club là où il se doit, et faire de notre mieux à 100%. Alors, cette émission, vous le savez, il y a un fil rouge, ou plutôt un fil bleu, aujourd'hui, avec Mike Trésor qui nous fait le plaisir d'être là. C'est la séquence Google Me. La séquence Google Me, Mike, vous la connaissez, puisque vous m'avez dit avant cette émission, je regarde quand même de temps en temps les Eleven Insiders. On vous en remercie. Mais pour celles et ceux qui tomberaient sur ce podcast, la séquence Google Me, c'est on tape le nom de l'invité dans Google, on va dans l'onglet Actualité, et on voit tout ce qui se présente à nous. Bon, on a évidemment tapé Mike Trésor. Premier article sur lequel on est tombé, Mike. Penalty raté face à Ostende. J'ai tiré sans conviction, disais-tu, je n'étais pas concentré. Oui, Pour ça. c'est totalement ça. Je pense que ça se voit aussi. Quand on voit le penalty qui a pas beaucoup de conviction, pas beaucoup de force. Et puis ouais. Comment tu l'expliques, en fait? Comment tu expliques qu'il n'y avait peut-être pas cette conviction à ce moment-là? Ça, je sais pas. Je pense que ça fait déjà très longtemps que je n'ai pas été dans la situation. Après, ouais, c'est juste à en tirer des leçons et mieux faire la prochaine fois. Silvio, les pénaltys, ça c'est aussi quelque chose. Ici, hors antenne, vous me disiez, oui, mais Mike Trésor, j'étais persuadé que tu allais le mettre dans le plafond gauche. Donc, Oui. Parce qu'en fait, allez, c'est ce que j'ai expliqué hors antenne, on peut le dire. Moi, quand je jouais, je regardais souvent comment les joueurs se déplaçaient pour aller shotter un corner ou un coup franc. Et quand on voit comment souvent tu cherches la deuxième zone sur les corners où c'est un ballon qui rentre fort. Et là, je me suis dit, il va partir droit au ballon et il va l'enrouler en haut à gauche. Et heureusement, Hubert, il est parti de l'autre côté. Il est parti sur sa gauche. Moi, je disais sur ta gauche à toi. Et malheureusement pour toi, mais c'est vrai que quand on dit qu'un penalty t'est arrêté par un gardien de but, c'est un penalty qui est mal shoté, parce que si tu shottes bien, et c'est ce qui est un peu aberrant, parce que quand on voit les joueurs, ils te font des transversales de 65 mètres, ils te la mettent au centimètre près sur le pied, et là que tu es à 11 mètres du but, tu as une mire, tu as quelque chose à fixer, et tu n'arrives pas à le mettre. Tu sais, j'ai raté un penalty, tu pourras regarder sur Internet, à Genk. En fait, j'étais le dernier de la séance à tirer. Mbokani avait pris carte rouge. Et donc, les 10 joueurs avaient shoté. Moi, j'étais le 10e à shoter. Donc, j'ai shoté le ballon, on l'a jamais retrouvé. Il est passé au-dessus de la tribune. Oh non, en fait, je suis parti comme toi, confiant. Et je regardais Cutlass, qui était dans le but à l'époque. Il part à droite. Je me dis, je vais la mettre tranquille. Je vais ouvrir mon pied. Et en fait, mon corps était trop en arrière. Boum, la balle est montée. Un supporter s'est plaint d'avoir retrouvé son pare-brise brisé. C'était donc Silvio Proto qui assume aujourd'hui. Mike Trésor, si jamais ça se représente un penalty, par exemple, le prochain match, tu reprends tes responsabilités? Ouais, je reprendrai mes responsabilités. Comme j'ai dit, c'est des leçons à tirer et après prendre ma responsabilité aussi. Il y a une hiérarchie parce que c'était ton premier péno en fait avec le Racing Genk. Ouais. C'est quoi la hiérarchie en fait mise en place par Vranken? Je pense que cette année, bien sûr, elle a changé, mais je pense que là, elle a été donnée à tour de rôle. Début de saison, il y avait bien sûr Dessers, après qui est parti. Puis après, il y avait Captain Hennen. Et puis là, contre Ostende, il me l'a donné. Puis après, comme j'ai dit, je vais essayer bien sûr de faire mieux et de concrétiser des occasions pareilles. Alors on a évidemment ressorti cet article du penalty parce que c'est la seule chose négative, entre guillemets négative, et tu as pleinement assumé d'ailleurs, que l'on pouvait lire à ton égard. Quelle saison, Mike Trésor, franchement, là c'est... On t'en a évidemment, à mon avis, beaucoup parlé de cette comparaison avec l'année dernière où il n'y avait pas eu de but. On va rappeler aussi quelques statistiques. 0 but, 7 assists en 28 matchs la saison dernière. Pour l'instant, c'est 5 buts et 5 assists en 10 matchs. Vous êtes le MVP de cette saison si on regarde le nombre d'actions décisives. Il y a eu un déclic. Comment tu l'expliques, ce changement? Le changement, je pense déjà... premièrement, c'est plus facile de jouer dans une équipe qui tombe bien. Et puis après, comme je disais, il y a un nouveau staff, un groupe peut-être pas si différent que ça, mais de nouvelles consignes, une nouvelle façon de jouer, beaucoup plus claire. Et puis après, je pense qu'il va beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a.
Et puis après, être repositionné aussi. Je pense le fait de jouer en tant qu'ailier gauche, mais avoir quand même cette liberté de pouvoir venir dans les intervalles ou au milieu de terrain et quand même demander la balle. Je pense que c'est là où je peux apporter le plus à l'équipe au lieu d'être beaucoup plus bas sur le terrain. Il y avait un autre article justement qui disait Mike Trésor a été désaxé pour être recentré. Ça résume un petit peu ce que tu disais ici. Est-ce que toi tu es surpris de ce qui t'arrive en ce début de saison? Surpris, non, je pense pas. Et comme je disais, quand l'équipe tourne bien, je pense que ça va beaucoup mieux. Après, je sais ce que je peux apporter moi à l'équipe. Et je pense que ça s'est vu aussi l'année passée en début de saison. Donc je pense que ça soit en tant que milieu offensif ou en tant qu'ailier gauche, du moment que j'ai entre guillemets les occasions et les opportunités de pouvoir aider l'équipe, je pense que je vais en tirer profit. Ta réussite est liée à Wouter Vranken. On a l'impression qu'il arrive, dis-moi si je me trompe, à galvaniser certains joueurs. On a en tout cas de l'extérieur l'impression que dans son approche humaine, il permet à certains joueurs d'être libérés. Est-ce que ta réussite est donc liée à celle de Vranken? Je pense totalement, comme je disais, avec la mentalité qu'ils sont arrivés, le mood qu'ils ont installé, que ça soit bien sûr au niveau du travail même, mais aussi juste personnel. Je pense que tout le monde se sent très très à l'aise dans l'équipe. Et puis même les jeunes qui se sont rajoutés, je pense que ça se voit aussi. Ils participent, ils sont décisifs aussi. Et ça fait en sorte que le groupe est très soudé et se sent beaucoup mieux, bien sûr. Beaucoup plus confiant, mais comme tu dis aussi, libéré. Et puis Genk joue de manière offensive avec Vranken. C'était pas du tout le même style de jeu sous Stork, par exemple. Non, pas du tout. Vraiment pas. Comme je disais, les consignes sont plus claires, mais aussi c'est un football qui nous va beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a. Ouais. On le disait, hein, Silvio, ce style de jeu de Vranken qui avait fait aussi pas mal de bonnes choses avec Malines. On s'est dit, tiens, c'est intéressant comme transfert, parce qu'on parle beaucoup des joueurs, mais que Vranken arrive à Genk, pour l'instant, honnêtement, c'est séduisant. Honnêtement, il fait du bon boulot, mais toi tu disais que c'est bien d'être dans une équipe qui tourne, mais c'est un peu toi qui fais tourner l'équipe aussi, donc honnêtement, moi je peux le dire, toi c'est plus compliqué de le dire, mais ouais, il fait du super boulot, hein, c'est pas la première saison, à Malines il est resté aussi pendant 3-4 saisons, si je me trompe pas, même plus, où il a fait son taf, et pour moi c'est un beau step dans sa carrière de passer de Malines à Genk et de réussir, parce que là pour l'instant il est en train de réussir à Genk. Le chaos organisé, c'est ce que Wouter Vranken aime mettre en place. Comment il le dit en néerlandais? Parce que je voyais que tu disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte avec son chaos organisé? Organiser de chaos. Oui. Ouais. Donc vraiment le fait que tous les joueurs doivent en fait pouvoir tout faire et s'adapter aux positions de ses coéquipiers. Oui. Ça a été rapide d'assimiler ça? Rapide, je dirais pas, mais je pense qu'on a eu une très bonne pré-saison où dès le début, il a fait comprendre ce qu'il voulait, ce qu'il nous demandait, et que par là on a eu les matchs qu'il fallait pour pouvoir essayer d'établir cela sur le terrain. Et je pense que comme Silvio l'avait dit auparavant, à Bruges, le premier match, ça s'est très bien passé. Bien sûr, on n'a pas gagné, mais je pense que la manière, elle était là et qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Les stats, c'est quelque chose que tu regardes? Que je suis à la lettre, non. Après, je suis conscient des stats, oui. Tu es décisif toutes les combien de minutes? Ah, ça, par exemple, ça je pourrais pas dire. 85. Donc ça fait déjà au minimum une fois par match, hein, si on fait les calculs, impliqué dans 10 buts en 854 minutes depuis le début de la saison. C'est assez impressionnant, surtout quand on se rappelle un petit peu d'où tu viens. Comment tu as vécu la période Stork, où là, on va le dire, nous on peut le dire, t'as mis vraiment sur le côté, on va même utiliser le mot mis au placard. Comment t'as vécu ça? Est-ce que tu as eu des explications avec le recul? Déjà c'était très compliqué parce que je passe d'une saison bien sûr ou disons 2 saisons à Willem en Hollande où je joue. J'arrive à Genk, ça se passe bien dès le début. Après c'est un peu compliqué et puis après il y a un changement de coach et puis après à partir de là j'ai plus du tout joué, plus du tout. De ce qui m'avait fait comprendre, c'est que j'étais tout simplement pas le profil de joueur avec lequel il voulait jouer. Et ça, c'est dû bien sûr à la façon dont il voulait jouer.
Ouais, c'était très compliqué bien sûr au début car tout le monde qui aime le foot et surtout qui joue au foot veut toujours jouer. Et surtout aussi quand l'équipe ne prend pas toujours les résultats, tu te poses la question pourquoi il n'y a pas de changement et pourquoi tu ne reçois pas ta chance. Et dans ces explications, toi tu trouvais que c'était logique parce qu'il l'a dit, tu n'es pas le profil que j'ai besoin dans mon système. C'était quoi le profil qu'il avait besoin? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? J'étais d'accord avec cela. Tu n'avais pas le choix, tu me diras. C'est ça aussi, il n'y avait pas le choix, c'était la seule explication aussi qu'il m'a donnée. Après, il y a certains matchs où il m'a quand même mis à ce poste-là et j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Mais après, bien sûr, si déjà je ne suis pas le profil, c'est-à-dire que je... Ouais, mais il te reprochait quoi? Non, tout simplement, c'est que je ne suis pas le profil avec lequel jouer. Pas plus loin, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Le seul truc que je peux faire, c'est qu'une fois qu'on me donne ma chance, c'est essayer de la concrétiser au maximum et d'aider l'équipe. Tu n'as pas fait un message depuis le début de la saison pour te dire félicitations? Non, pas du tout. J'aurais peut-être pu te faire jouer. Non, pas du tout, pas du tout. Après, je pense aussi que c'est pas nécessaire. Après, on l'a croisé quand on a joué contre Penn. Ouais, on s'est juste salué, mais sinon rien de plus. Ça t'a galvanisé, ça, le fait de jouer face à lui? Non, après moi je voyais ça comme un match comme un autre. Moi je suis focalisé sur mon début de saison et puis surtout en comparant ma saison dernière, je pense que c'est le plus important pour moi de jouer chaque semaine et d'essayer d'être décisif. Il faut pouvoir gérer ces situations-là parce que les observateurs savaient que Mike Trésor avait besoin de temps de jeu pour pouvoir aussi se mettre en jambes et performer, prendre ses marques. Le problème, c'est que le peu de temps où il jouait, Silvio, il avait aussi peut-être un peu la pression en se disant si je ne le fais pas bien, c'est terminé pour moi. Gestion mentale, une fois encore. Oui, je pense que ce n'est pas la première épreuve dans ta carrière où on voit que son mental est bon. Si je ne me trompe pas, tu es resté aussi une petite partie de temps aussi sans club quand tu es parti d'Anderlecht. Je pense que de ce qu'on m'a dit, que ça t'a donné une leçon en fait et que ça t'a donné le déclic en fait, que tu n'avais peut-être pas à Anderlecht et ça t'a permis de franchir une étape. On a vu voilà, quand tu es parti aux Pays-Bas, tu as eu aussi un petit peu d'adaptation et puis tu étais reparti. Et ici, il n'y a rien à faire, Jérémy, on l'achète pour 3,5 millions, ils t'ont acheté. Tu peux pas être un mauvais joueur, donc ils savaient que... Mais la gestion du coach, moi je comprends pas, tu achètes un joueur 3,5 millions. Déjà, tu es coach, tu dois savoir tu donnes ton avis. Donc, s'il te voulait et qu'après il te dit voilà, ton profil ne me convient pas, ou alors il n'a rien eu à dire sur le transfert. Il y a eu un changement de coach. C'était Van den Brom, c'est juste ça. C'était Van den Brom, c'est juste que Van den Brom, lui, il connaissait. Ouais, c'est juste. Ouais, mais bon, mais il est là, il est dans les meubles. Tu peux pas retirer les meubles dans un club. Donc, moi, je trouve qu'il aurait dû tout faire pour construire l'équipe autour de toi. Après, voilà, il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient bons, mais quand tu l'achètes et que tu sais qu'il a une valeur marchande, tu ne le mets pas au placard. Mais bon, ça t'a servi aujourd'hui. Voilà, tu es là et tu es bien et tu fais tes buts, tes assists et comme tu dis, tu joues quasiment tous les matchs. Tu en parlais, Silvio, du parcours de Mike, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas spécialement en tête, on va quand même le rappeler. Ça avait débuté à Lembeek. En tant que tout jeune joueur. Oui, tout jeune joueur. Il y a eu un passage à Tubize. Ouais, pendant 7 ans, quand même. Tu avais quel âge Jusqu'à mes 14 ans. Donc ça fait de mes 7 à mes 14. Ouais, quand même 7 saisons du côté de Tubize. Ouais. Et puis tu as été repéré du coup à Anderlecht. À Anderlecht. Ouais. Ça s'est passé comment? Il y avait des scouts qui venaient voir les matchs de Tubize ou à l'époque, bien sûr, il y a plein de tournois. Surtout à cet âge-là, il y a plein de tournois. Et puis Tubize faisait partie quand même des académies de jeunes quand même assez connues. On allait à plein de tournois pendant l'été ou même pendant les congés. Et il y avait toutes les équipes élites à l'époque et surtout dans la région. Il y avait Anderlecht, il y avait même à l'époque le Brussels qui était encore très bon. Et puis ça s'est passé comme ça, c'était petit à petit. Et puis après, à un moment donné, on a pris la décision de quand même passer le cap. Le cap allait jouer du côté du Sporting d'Anderlecht. Tu étais chez les jeunes pendant que Silvio Proto était dans le goal en équipe première. C'est le choc des générations, Silvio, là. Voilà, tu me mets un coup, là. Je sens le poids des âges, de là, directement sur mes épaules. Là. Non, mais c'est bien. Comme tu le dis, c'est étape par étape. Et tu vois que c'est un garçon sensé qui
tu vois, il est cool. Hein. C'est peut-être été un petit trop cool, comme tu dis, sur le penalty. C'est dans ta nature. Je pense pas que tu es un garçon à sentir du stress. Enfin, non, voilà. non, vraiment pas. Jamais. Non, vraiment pas. Je pense que si l'action elle est là, il faut juste essayer de la concrétiser. Après, c'est ça aussi l'erreur. Faut pas trop penser. Tu n'aurais pas pu être gardien de but. Non, je pense pas. Non. Tu dis pas trop penser, tu es vraiment un joueur d'instinct, c'est comme ça que tu te qualifierais? La plupart du temps, ouais, quand même. La plupart du temps. Après, bien sûr, il y a des consignes à suivre et à toujours garder en tête, mais la plupart du temps, ouais, je pense que je joue le mieux aussi quand je suis mon instinct, ouais. Est-ce que tu as besoin, peut-être toute comparaison n'est pas spécialement de bonne affaire, mais est-ce qu'un petit peu à l'instar d'Eden Hazard, tu es un joueur qui a besoin que le jeu s'oriente vers toi? Qui s'oriente vers moi précisément, je pense pas. Non, en tout cas, que ça passe par toi, que tu sois vraiment au cœur des offensives. Au cœur, peut-être pas, mais je sais que je suis un joueur qui a quand même besoin d'être actif pendant le match pour pouvoir apporter à l'équipe même. Je pense que quand on ne me voit pas, il n'y a pas grand-chose qui reste, bien sûr. Allez, Mike Trésor, on va continuer de parler de tout cela dans quelques secondes. Ça, c'est du teasing. Hein. Silvio Proto nous proposera sa fiche de scout. Pourquoi devrait-on recruter Mike Trésor et pourquoi devrait-on s'en méfier? On verra ça avec Silvio dans quelques instants. On va aussi parler du mercato. Avant cela, Mike Trésor. Le mercato, on a Bangonda qui part, on a Ito qui part. Est-ce que du coup, toi, tu t'es dit « Yes, c'est bien pour moi ». Je me suis dit déjà qu'il y aurait du changement. Après, il y avait bien sûr quelques échos qu'il y aurait un changement de coach à la nouvelle saison. Et puis moi, tout ce que je voulais, c'est avoir du temps de jeu et pouvoir essayer de faire mon mieux pour pouvoir performer. Mais je me suis dit qu'il y aura de la place. Après, j'ai toujours été conscient qu'un club comme Genk va toujours recruter aussi pour pouvoir remettre le club là où il se doit après une saison pareille. Donc, il fallait être focalisé et en forme dès le début de saison, je pense. Les indéboulonnables, hein, Ito, Bangonda à l'époque, c'était pas facile de faire face à cette concurrence, Mike. Parfois, j'imagine que tu te sentais très fort à l'entraînement et puis tu te disais, c'est pas possible, pourquoi je joue pas? Après, il faut être réaliste. Je pense que ça fait des années qu'ils enchaînent les matchs et ils jouaient pas mal, ils jouaient très bien. Le seul truc, c'est bien sûr, c'est le résultat au final après les 90 minutes. Mais après, c'est les décisions des coachs. Moi, ce que je peux faire, c'est à l'entraînement, bien sûr. Le départ de Cyril Dessers, tu l'as pas un peu mal vécu parce qu'il était aussi bien? Il y avait des bonnes combinaisons avec toi notamment. Ouais, avec Cyril, je m'entends très très bien. Bien sûr, quand moi je suis arrivé, après quelques mois, il est parti, Ouais. la saison passée. Et puis cette saison, il est revenu. Tout le monde savait peut-être qu'il allait quand même partir, mais le début de saison, il a été focalisé dès le début et il a très bien joué, mais on s'entend très très bien et je pense que ça se voyait aussi sur le terrain. Il y a encore des contacts avec Ito, des petits messages avec Théo aussi ou pas? Non, pas spécialement. Après, bien sûr, je suis ce qu'ils font à l'étranger et j'espère que ça se passe toujours bien et qu'ils continuent à jouer et continuent à progresser, bien sûr. De qui es-tu le plus proche dans le groupe? Le plus proche, dans le groupe actuel de Genk, je pourrais dire Mackenzie. Ouais, Mackenzie. Ouais, le défenseur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça match avec lui particulièrement? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Après, le style, peut-être vestimentaire aussi, en dehors du terrain, le côté cool, la culture. Ouais, après, c'est un Américain, moitié Jamaïcain. Peut-être pour ça, je pense. Peut-être pour ça. Parce qu'après, il y a beaucoup de Sud-Américains, comme je disais. Mais après, je pense que c'est l'espagnol qui fait que je dois encore m'améliorer pour pouvoir être totalement à l'aise avec eux. Ça va venir. Ouais, j'espère surtout. On a encore toute une saison. Donc, je pense que ça va aller. Attention, on verra si ça va aller, puisque c'est l'heure de la fiche de scout. Le scout de Silvio Proto. Bon, Silvio, on rappelle évidemment la règle. Je vous ai donné une mission, celle de me présenter Mike Trésor. En quoi devrais-je vous faire confiance pour l'engager et en quoi devrais-je me méfier? Bon, après, c'est facile. Là, il est en pleine bourre, donc on ne peut pas se tromper. Bien, c'est simple. Allez. Premier point, c'est un joueur qui élimine facilement un adversaire, qui a une bonne passe, un donneur d'assist, très bonne phase arrêtée,
Il sait prendre le jeu à son compte, donc ça c'est une force. Il n'est pas vieux, il a que 23 ans, donc il peut encore bien progresser, il a une bonne marge de progression. Dans les points négatifs, je vais dire, il faut dire quelque chose. Ton jeu de tête n'est pas ta première qualité. Bon, ça on a toujours un défaut. À un moment, il faut essayer de ne pas trop le montrer. Je vous interromps. Jeu de tête, vraiment, ça tu le sais? Ouais, quand même, ouais. Jeu de tête, ouais. T'as le souvenir du dernier but que t'as marqué de la tête ou pas? Souvenir du but que j'ai marqué de la tête. Ah, ça date en jeune. Hein. Ah ouais? Ouais, ça date en jeune, ouais. Carrément, même Ouais. pas à l'entraînement ou... Ah, si, à l'entraînement. Si, oui, mais ça compte pas. Ouais, non, bien sûr. Chez les jeunes, donc, bon, à travailler, tu le travailles ou Le jeu de non, tête, après, je pense que souvent, c'est moi qui donne la balle. Mais, mais bien sûr, je pense que c'est des choses à quand même considérer, surtout en tant qu'attaquant et dans les 16 mètres. Ouais. Tu restes parfois à côté de Paul ou Noël à l'entraînement en lui disant écoute Paul, il faut vraiment que tu m'entraînes un petit peu, on ne sait jamais pour une fois ce soit toi qui me mettes un centre. Non, peut-être pas, mais en regardant seulement, tu apprends beaucoup. Et après, il y a Samata aussi qui s'est rajouté Ouais. et qui sait très très bien se débrouiller devant le but. Ça se voit qu'ils ressentent les moments. Et puis après, juste en regardant, je pense qu'on apprend beaucoup. Et toi, on sent que tu kiffes d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent exploiter des ballons, même quand tu les donnes peut-être pas une fois à la perfection, tu sais qu'ils peuvent faire quelque chose. Oui, surtout. Et après, au final, ça aide l'équipe. Donc, ouais, tant mieux. Ne nous perdons pas, on était donc dans la fiche de scout de Silvio. Dans le point négatif, il y avait donc le travail de la tête. Merci à Mike Trésor d'avoir aussi argumenté ce point-là. Silvio. Et le point que tu pourrais peut-être travailler, tu as dit voilà, que les statistiques, bon, tu regardais un petit peu, j'ai regardé, tu as 74,5% de passes réussies. Donc c'est peut-être dû aussi au fait que tu prends plus de risques pour donner vraiment la belle passe. Mais je pense qu'avec tes qualités, tu pourrais monter facilement à 80-82% sans souci. Donc voilà, c'est pas grand-chose de négatif, mais honnêtement, félicitations pour ton début de saison parce que tu fais quelque chose de grand. Merci. Donc j'engage Mike Trésor. Oh, direct, oui. Après, il faut avoir les millions qui suivent. Hein, voilà, j'allais vous dire. Ça, c'est un point négatif, mais d'un autre côté, si tu peux l'acheter à 3,5 millions comme Genk l'a fait, tu peux le revendre 8 facile. Mais ça, on doit s'arranger. J'ai quelques connexions pour aller trouver 2-3 clubs. Franchement, mais quel renfort dans Eleven Insiders, hein, Silvio Proto, s'il vous plaît. Mike Trésor, est-ce que Vranken, on parlait des statistiques de passes réussies que Silvio aimerait bien voir un petit peu plus hautes, mais ça fait partie du style de joueur que tu représentes. Est-ce que Vranken, lui, te donne un petit peu carte blanche aussi, ou alors tu as vraiment des consignes quand même à respecter? Non, je pense que c'est surtout pas carte blanche, mais il y a des consignes à respecter. Après, comme Silvio a bien précisé, je pense que c'est surtout dû à la façon dont je joue et que j'essaie surtout et tout le temps essayer d'être dangereux et essayer de créer vraiment des occasions qui sont bien sûr le mieux donné en fait pour mes coéquipiers et je pense que c'est dû à cela. Sinon pour le reste par rapport à la saison passée, si je joue beaucoup plus bas, il y a moins de risques. Ouais. Il y a encore plein de choses à prendre sur toi, Mike. Franchement, ça file à une vitesse, mais on a encore une petite demi-heure pour faire le point ensemble. On parlera des diables, à la fois de tes sélections chez les jeunes, entre autres, et aussi peut-être de ton avenir. On parlera vraiment de ta personnalité, puisqu'il paraît que tu te considères comme quelqu'un de différent, d'atypique. On en parle aussi, bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais prendre une question de fan, puisque vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Eleven Sport, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et on a une réaction du Petit Mauve. C'est pas la première fois qu'il interagit dans notre émission, visiblement un fidèle suiveur, c'est peut-être parce qu'on a d'anciens Petits Mauves avec nous. Sa question: salut Mike, as-tu des regrets sur la fin de ton aventure au Sporting d'Anderlecht, ou penses-tu que c'est le club qui n'a pas été correct envers toi? La situation était bien sûr très compliquée car j'étais disons à la fin de mon premier contrat et on arrivait à un moment où il fallait bien sûr négocier la suite. Moi qui alors à l'époque était en moins 17 mais qui allait déjà avec les moins de 21 qui étaient les 96 et les 97, moi tout ce que je voulais c'était continuer à progresser et de la sorte il me montrait que ça se passait bien et qu'on te fait confiance, mais par après dans les négociations ça s'est pas passé de la même façon. Et puis après... Donc c'est plutôt regret ou rancœur, du coup, avec le recul?
Rancœur, je dirais pas, parce qu'après, c'est des trucs qui se passent dans le football. C'est des choix que le club fait, ou juste une vision différente du club même. Mais rancœur, je dirais surtout pas, non, pas du tout. Bon, on rappelle aussi le parcours. Moi, j'ai soudainement, en préparant cette émission, eu un souvenir que j'ai commenté l'un de tes matchs de Youth League, en fait, avec des joueurs comme Alexis Salemakers à l'époque. Il y avait des Delcroix, tu as joué avec des Delcroix, tu as joué avec des Borno, avec Théo Léoni, entre autres, Verskaron. Quelle génération, Mike. Bon, tu n'as pas énormément joué dans cette compétition-là, mais j'ai quand même ce souvenir-là. Tu le sais pourquoi? C'est pour ça aussi que je t'ai demandé au tout début si tu préférais qu'on t'appelait Mike Trésor ou Ndia Chimier, parce que c'est l'un de mes premiers souvenirs de commentateur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça tombe sur moi? Comment vais-je faire pour pouvoir le prononcer? Le prononcer. Ouais. Si je me rappelle, bien sûr, Yari et par exemple Doku ou autres sont beaucoup plus jeunes comme Léonie. Ouais. Mais sinon, oui, il y avait Sambi, il y avait Salemakers, Delcroix, Zvilar encore à l'époque, Borno, De Waal qui est par exemple à Ostende en ce moment. C'était une génération de fous. Oui, il y avait plein de joueurs, à Mouzou. Bien sûr, il y en avait vraiment plein. Après la Youth League, je pense que j'ai participé seulement à un seul match, comme je parlais, c'était dans cette période-là que les négociations se faisaient. Face au Bayern Munich. Face au Bayern Munich à l'extérieur. Ouais. Il s'en souvient, hein, ça l'a marqué pour une première. Ouais, non, mais c'est franchement un vivier incroyable, dans cette compétition de la Youth League. Ouais. Mais tu jouais en 9 à l'époque, si je me souviens bien. Ce match-là, j'ai joué en tant que milieu droit, je pense. Ouais, ce match-là. Bon, mes souvenirs peut-être deux attaquants. Moi aussi. Je te fais confiance. Mais quand tu vois, en fait, maintenant, tu aurais ta place dans l'effectif Anderlecht, honnêtement. Quand tu as vu ta progression, enfin, c'est moi qui le dis, hein, honnêtement, tu as ta place, tu as un profil qui manque à Anderlecht aujourd'hui, même si dans ce système de jeu-là, ce serait compliqué de te mettre à la place que tu es à Genk. Mais honnêtement, pour moi, tu as dépassé certaines personnes qui étaient, je ne vais pas dire les noms parce que je n'aime pas critiquer, mais tu as ta place tranquille dans le 11 Anderlechtois aujourd'hui. Hein. Donc pour toi, ce n'est pas un regret de ne pas avoir pris sur toi et dire peut-être que même si le contrat qu'ils me proposaient, ce n'était pas terrible, peut-être que j'aurais dû faire un sacrifice. Après, c'est même pas par rapport au contrat, c'est vraiment par rapport à la vision des choses, de ma progression. Et moi, je pense que ça a tout le temps été ma priorité de passer toutes les étapes et de pouvoir progresser petit à petit et d'être sûr de rien rater pour pouvoir essayer de devenir le plus fort possible. Imaginons s'il y avait eu à l'époque ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la Challenger Pro League, pour des équipes notamment comme les Futures d'Anderlecht. Ça aurait pu changer ton mode de raisonnement ou pas? Bien sûr, ça aurait fait partie d'une des étapes et je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi alors de considérer cette étape-là dans ma progression et comme ça me rapprocher bien sûr au niveau de l'équipe première et du football de division 1 chez les grands. Est-ce que tu es parti un petit peu dans l'inconnu après Anderlecht? Parce qu'il y a quand même eu une période où tu t'es retrouvé sans club. Comment t'as géré ça? Déjà, c'était très compliqué, c'était la première fois. En plus, tu passes d'être à Anderlecht, pas n'importe quelle académie, et en étant international aussi, à ne pas jouer du tout, pas de club, les pré-saisons commencent déjà. Déjà, de 1, c'est très compliqué car tu veux jouer, mais en même temps, tu te dis que tu ne dois pas te précipiter aussi dans le choix que tu fais, parce qu'il sera quand même décisif. Et puis après, quand même, chercher pour un départ très réfléchi, je pense. Tu avais eu quoi comme proposition à l'époque? Il y avait plusieurs clubs. Après, avec Anderlecht, on jouait beaucoup contre toutes les équipes, que ce soit les grands tournois. Anderlecht qui est très reconnu aussi chez les jeunes, et puis en équipe nationale aussi. Donc à l'époque, bien sûr, pour les jeunes, il y avait la Juventus, il y avait Liverpool aussi. Mais c'est de nouveau dans les mêmes situations que j'allais me retrouver en jouant en jeune. Et peut-être ne même pas être considéré comme je l'étais à Anderlecht. Donc je pense que ça a été la bonne décision de partir en Hollande.
Les Pays-Bas, Silvio, quand on regarde la liste de tous ces joueurs qui partent là-bas, je l'ai sous les yeux. Il y a Eloïs Openda, on voit aujourd'hui ce que ça donne. Antonucci, Ahmed Touba, Noah Fadiga, pour ne citer que. C'est un bon petit vivier et c'est un championnat. Je vais d'ailleurs faire un petit aparté. Vous le situez où, le championnat hollandais, par rapport au championnat belge, pour avoir une comparaison? C'est très compliqué, je pense, de vraiment le comparer. Parce qu'on dirait, par exemple, avec l'Ajax, en Hollande, eux, ils sortent du lot du championnat. Oui. Donc, c'est très compliqué de pouvoir comparer, car je trouve qu'ici, il y a quand même plusieurs clubs qui pourraient réellement participer en Europe. Et je pense qu'il y en a un peu moins en Hollande. C'est plus technique en Hollande? C'est plus technique et c'est vraiment que même les plus petites équipes vont réellement essayer de vouloir jouer au football. Et en Belgique, c'est beaucoup plus physique. Je dirais ça comme ça. C'est pas aux Pays-Bas qu'on apprend à défendre. Hein. Non. Moi j'ai des amis qui ont joué, c'est aller vers l'avant tout le temps. C'est ça, jouer vers l'avant. Tu perds 5-0, c'est pas grave, on va aller marquer à la fin du match. Quel ami parles-tu? J'en ai plusieurs. Hein. Mon meilleur ami, Alex Brissin, qui a joué, il a joué en D2. Après, quand tu parlais de joueurs, regarde Dries, il a fait la même chose. Hein. Dries Mertens, il est parti aux Pays-Bas, d'Anderlecht aux Pays-Bas, et il a réussi. T'es pas le premier joueur à l'avoir fait. Je pense pas que tu seras le dernier à partir aux Pays-Bas. Et c'est vrai que c'est une étape parce que, comme tu le dis, t'as l'Ajax qui est fort, t'as le PSV qui, eux deux, je pense, ils joueraient le titre chaque année ici en Belgique. Puis t'en as encore deux autres équipes, mais le reste, honnêtement, c'est pas mieux que Genk pour moi. Je pense pas que ça vaut Genk. Donc c'était une belle étape et tu l'as très bien fait. On parlait avec toi, Silvio, de cet aspect défensif. C'est pas aux Pays-Bas qu'on apprend ça. Mais tu as aussi un rôle défensif à Genk. Faut bosser défensivement. J'ai vu une petite moue, Mike Trésor. C'est pas ton truc à la base. Bien sûr, je suis pas défenseur, mais comme je disais au tout début, c'est surtout pas carte blanche. Il y a des consignes à suivre. Et puis après, je pense que si tout le monde se met au boulot, c'est ce qui porte ses fruits quand on voit de la façon qu'on est en train de prester en ce moment. Tu cours plus ou moins combien de kilomètres, toi, par match? Je dirais 10-11. Ouais. Ouais, 10. Il faut quand même un fameux volume de jeu pour pouvoir jouer dans la position dans laquelle tu es à Genk, avec tous les efforts qui sont demandés. Parce que parfois, on se dit, ouais, là, ça manque un petit peu de lucidité devant, pas de précision parfois dans le dernier geste. Mais il y a tout un travail qui est usant. Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense que ça nous facilite la tâche de mettre la pression vers l'avant au lieu de courir en arrière. Et je pense que cette année, c'est le cas, c'est qu'on essaye tout le temps de mettre la pression sur l'adversaire et essayer de récupérer la balle le plus haut possible et après d'exploiter ces opportunités-là. On parle des Diables? On peut en parler. On va parler. En tapant Mike Trésor, on est aussi tombé sur un article il y a quelques semaines, période des Diables Rouges, où tu disais « Je ne pense pas à la liste des Diables ». Moi, j'ai envie d'ajouter à cette question, c'est vrai ou tu as un petit peu menti là-dessus? Non, je n'ai pas menti. Surtout dans le début de saison qui se passe cette année, moi, je suis focalisé sur le fait de jouer toutes les semaines. Surtout si on compare par rapport à la saison passée. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour moi cette saison. Et puis après, je pense que j'avais même précisé que si ça se rajoute, c'est que du plus. Et bien sûr que je serais content, mais ce n'était pas mon main point. Et l'objectif principal de cette saison. Ouais. Polyglotte, on le disait tout à l'heure. Silvio, est-ce que Mike Trésor aurait dû être appelé par Roberto Martinez dans cette sélection élargie? Il a quand même pris 30 joueurs, on le rappelle. Il faut être franc. Si c'est non, c'est non. Non, moi je vais au point de vue de ses qualités, oui, mais au point de vue de la vision de Martinez, non, dans le sens où il voulait donner du temps de jeu à Eden Hazard pour essayer de le retaper pour la Coupe du Monde. Il y a Trossard qui fonctionne bien aussi en club et qui le fait jouer à ce poste-là. Mais honnêtement, avec ce qu'il montre cette saison-ci, le système Martinez est parfait pour lui en fait.
c'est un joueur qui pourrait faire du bien à l'équipe nationale. Après, voilà, peut-être pas cette année-ci, mais tu dois t'attendre à être appelé si tu continues à bien rester les pieds sur terre comme tu l'es, et que tu te sens t'enflammer et de continuer de faire tes matchs. Je pense que tu vas avoir l'opportunité un jour d'aller avec les Diables Rouges, mais je pense pas que tu es quelqu'un de pressé non plus. C'est pas cette Coupe du Monde-ci, ça sera une autre. Donc reste bien à bosser et ça va arriver. Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts, ne fût-ce que des contacts avec le sélectionneur ou avec un membre de son staff? Non, pas du tout, même pas. Non. Parce que pour l'instant, tu as connu une sélection dans pratiquement toutes les catégories d'âge, aussi avec la Belgique. Donc tu dis que tu ne penses pas à la liste des Diables, certainement parce que tu te dis, voilà, ça viendra quand ça viendra, si ça doit venir. Mais tu dois aussi sentir que tu n'en es peut-être pas très loin. Le ressentir, oui, mais peut-être, je pense que bien sûr, en jouant dans le championnat belge même, et puis le niveau du championnat et de la façon qu'on joue, bien sûr que je dois me poser la question et le ressentir. Après, comme Sylvain avait dit, je pense que je ne suis pas du tout quelqu'un de pressé, mais que je sais très bien que c'est étape par étape et que si je continue à bien faire les choses, ma chance viendra. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi posé? Et c'est une qualité de pouvoir l'être. C'est ton entourage aussi? Ouais, surtout l'entourage. Après, je rajouterais aussi, je pense, mon parcours. Ouais, je pense que quitter la Belgique dès le jeune âge, et ouais, devoir toi-même te prouver et arriver à ce que tu veux. Je pense que ça te forge beaucoup. Ouais. On n'a pas le sentiment quand même qu'il a 23 ans. Quand on l'écoute parler, pour celles et ceux qui écoutent ça sur Spotify, par exemple, en podcast, 23 ans, on le rappelle, c'est juste. Hein. Oui, c'est bien ça. Ouais. Tout d'un coup, tu as un doute. T'as pas plusieurs cartes d'identité? Non, c'est bon alors. Non, c'est bon, c'est 23 ans, c'est bon. C'est aussi la maturité qui se dégage au-delà du calme. On va dire, la maturité fait en sorte que toutes ces qualités en découlent. Il le dit, il s'est retrouvé jeune à l'étranger. À mon avis, ta famille est restée par ici. Tu as des frères et sœurs ou pas? Un petit frère, mais... Ouais. Ils t'ont suivi, la famille, là-bas? Non, pas du tout. Voilà, ça te forge, il n'y a rien à faire. Directement. Tu t'apprends à vivre et tu apprends les vraies valeurs de la vie aussi. Tu apprends à te faire à manger, à vivre. C'est pas facile, honnêtement. C'est une épreuve quand tu es jeune joueur. Après, tu n'avais pas la barrière de la langue, donc heureusement. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est calme, mais honnêtement c'est chapeau, c'est une belle qualité d'être si calme, parce que moi, même à la fin de ma carrière, j'ai jamais été aussi calme. Donc j'aurais voulu l'être, mais c'est pas dans mon tempérament. Après, j'ai beaucoup appris des joueurs qui avaient, bien sûr, où je suis arrivé. Il y a beaucoup de joueurs plus âgés qui jouent alors à ce moment-là, qui bien sûr veulent monter et que tu vois qu'ils ont beaucoup d'ambition. Mais toi qui arrives à ton jeune âge, qui est plein d'ambition aussi, qui veut absolument jouer, tu réalises qu'il y a un travail à faire avant de pouvoir juste avoir ton opportunité en fait. Ouais. On parlait des Diables, on parlait de ces sélections aussi, U17, U18, U19, U21. Quelle est la meilleure période que tu gardes là, le premier souvenir que tu as? Les meilleurs potes peut-être aussi en sélection de jeunes? Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on les croise beaucoup, car notre génération est très très garnie et que tout le monde a su trouver son chemin dans le football pro, mais... Un souvenir qui te vient en tête là maintenant, quand on parle des sélections de jeunes? Les moins de 21, je pense que c'était la plus récente, les Espoirs, avec une équipe, moi je dirais une équipe incroyable, et je pense qu'il y en a beaucoup qu'on va encore retrouver. Avec Johan Wallem aussi, qui était coach. Les meilleurs potes, si on peut dire ça, est-ce que tu as gardé des meilleurs potes de ces sélections de jeunes, ceux avec qui peut-être tu échanges encore sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'Openda par exemple en fait partie ou? Oui, après Openda aussi, je l'ai croisé plein de fois aussi en jouant en Hollande, et en sélection il a tout le temps été avec nous, il a tout le temps été surclassé. Après il y a Sambi aussi, avec qui il y a plein de joueurs d'Anderlecht. Il y a vraiment tout le monde, c'était quasiment le vestiaire d'Anderlecht. Ce qui m'a fait plaisir à cette époque-là, c'était bien sûr de tous les retrouver, car à cette époque-là j'étais en Hollande. Et puis après il y a les plus âgés, comme il y avait au tout début, il y avait Fas qui était encore là, Mangala qui était encore là, donc il y avait vraiment tout le monde.
On a vu sur les réseaux sociaux, on est un petit peu scruté. Hannes Delcroix répond assez régulièrement aussi à certaines de tes publications. Hannes, il aime bien ça, il aime bien me titiller aussi dans les commentaires. Et c'est pas le seul, il y a un Néerlandais aussi qui répond pas mal à tes questions. Silvio, une idée, il évolue en Belgique. Il a joué à Willem II et est aujourd'hui à l'Union Saint-Gilloise. Non, sur un flanc. C'est Bart Nieuwkoop. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est le seul en fait. Ouais, c'est le seul. C'est le seul. Il y a une relation particulière avec Bart. Ouais, Bart, vraiment, je l'aime vraiment bien. On a été ensemble à Willem II et ma première saison et la sienne aussi à Willem II, car il venait de Feyenoord. Je pense que jusqu'à présent, après bien sûr, la saison passée avec Union, c'est très bien passé pour lui. Mais c'était une très très belle saison qu'on a eue quand on a fini 4e, je pense, 4e ou 5e, en se qualifiant pour l'Europe avec Willem II. C'était vraiment une saison incroyable et tu crées beaucoup de moments. Il était aussi fort à Willem II qu'aujourd'hui à l'Union. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, je pense qu'il y a plein d'aspects où il s'est bien sûr amélioré, offensivement surtout, car là il joue très offensif et régulièrement il est décisif aussi avec des passes décisives. Mais ouais, il a toujours été très très bon. Tu l'as un petit peu charrié, parce qu'on rappelle que vous avez été gagné dans les derniers instants à l'Union. Hein. Non, charrié non, car il est sorti très tôt. En plus, je jouais contre lui. Bah oui. Ouais, je jouais contre lui, il est sorti très tôt car il avait une petite blessure à l'ischio. Non, je l'ai juste envoyé un message pour demander comment il allait, sinon non, je ne l'ai pas trop titillé. Les amitiés malgré les clubs un petit peu rivaux, Silvio, les souvenirs là aussi, est-ce que tu avais une amitié par exemple, je sais pas, dans un club rival? Est-ce que tu avais par exemple des affinités avec des joueurs du Standard? Oui, parce que en équipe nationale, tu les côtoies, donc allez, à un certain moment, tu sais, quand il y a eu l'affaire avec Witsel et Wasilewski, qu'on s'est retrouvés tous les deux dans l'ascenseur. Et là, je me suis dit, en fait, tous le gars. Deux, avec Witsel. Oui, avec Witsel. Et je me suis dit, mais le gars, en fait, c'est impossible qu'il ait voulu faire mal à Wasilewski. Et moi, je ne pouvais pas le dire à l'époque, parce que voilà, tu étais joueur d'Anderlecht. C'est pas un mauvais gars, Axel, hein, pas du tout. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, tu dois le taire. Hein, tu peux pas être copain avec. Par exemple, en Italie, c'est interdit. Hein, tu peux jamais. Tu rigoler sur les réseaux avec d'autres joueurs, d'autres clubs. T'es tué par tes supporters. Hein, non, mais on avait avec l'équipe nationale, on avait des affinités, avec d'autres joueurs, d'autres clubs. Mais c'est pas qu'on s'appelait au téléphone ou quoi avec des joueurs. Non, mais quand on se côtoyait qu'on se croisait en équipe nationale, là ça passait, mais c'est vrai que c'était un peu costaud parce que voilà, quand t'es joueur d'Anderlecht et que vous ne pouviez pas faire une sortie avec Axel Witsel au restaurant, par exemple. Non, parce que si t'es vu, ça va être mal vu. Mais, ou à la maison. Bon, à la maison, il n'y aurait pas eu de souci. D'ailleurs, regarde, Jonas Lejar, quand il jouait au Standard, il venait manger à la maison. Et moi, je mangeais avec lui, donc il n'y avait pas de souci. Non, et moi, j'ai aucun souci avec ça. Non, après, on est des êtres humains, ça reste notre boulot, en fait. Ouais. C'est parce que les supporters, ils voient ça absolument comme leur sortie, leur distraction du week-end, et qu'ils pensent que nous, on est à fond, 200% dedans. Mais ça reste notre boulot, donc il faut prendre du recul et voir aussi qu'il y a une vie avant le foot et il y a une vie après aussi. Ouais, surtout vu tout ce qui se passe pour l'instant, la période Covid n'a rien arrangé, il y en a certains qui pètent des plombs tout simplement et on assiste de plus en plus à des scènes délicates dans les différents stades en espérant que ça puisse là aussi se calmer mémoire. Et on pense aussi à ce qui s'est passé du côté de l'Indonésie avec ce mouvement de foule et cette nouvelle tragédie malheureusement dans le monde du foot. Je sais qu'on me trouve différent. Mike Trésor a déclaré ceci en juillet à nos confrères de la DH. Différent, à quel niveau? Différent, je pense tout simplement ma personne. Je pense que je suis quelqu'un de très très calme, mais je pense que ça peut être vu par plusieurs personnes différemment. De la sorte que je n'aime pas me mélanger, que je ne suis pas très sociable ou qu'on ne peut pas m'approcher si facilement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'avais dit cela. C'est de la timidité peut-être ou... Timide, non. Mais c'est juste que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Mais une fois là, il n'y a aucun souci, ouais, vraiment pas.
Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous aussi, on s'est dit, c'est pas possible, on va pas réussir à approcher Mike Trésor pour qu'il vienne dans, dans cette émission. Mais comme tu le dis, une fois que tu es là, tout se passe bien pour l'instant. Ouais, la meilleure partie arrive pour refermer l'émission. Non, mais ça se passe très bien. Allez, très bien. super. Faudra passer le mot aussi peut-être dans le vestiaire aux autres, Il n'y en a pas beaucoup qui aux autres joueurs. On a une petite séquence sans langue de bois. 3 questions, un joker. Ok. Et ici, on va faire 2 questions, un joker. Tu es plutôt Pro League ou Eredivisie? Choix du cœur. Plutôt Eredivisie. Plutôt Eredivisie. Ouais. Tu es plutôt Bernd Storck ou John Van Den Brom? Joker. J'aurais pas dû lui donner de joker, mais on n'est pas là non plus pour mettre mal à l'aise. Il y en a un qui te laisse vraiment un souvenir encore pire que l'autre ou... Non, pas du tout. Non. T'en as un en tête? Non, pas du tout. Je pensais que c'était peut-être plus avec Storck qu'avec Van Den Brom. Mais non. Moi, j'aurais pensé que Van Den Brom, j'ai joué sous Van Den Brom. Ouais. Honnêtement, c'est un coach qui m'a laissé que des bons souvenirs. Honnêtement, Anderlecht. Après, voilà, comme quoi chacun peut avoir. Après, j'étais capitaine, c'est différent que. Voilà, c'est ça. T'étais le chouchou, Silvio. Non, il était un peu obligé. Hein. Il était un peu obligé de me mettre dans sa poche, parce que sinon, ça n'allait pas aller. Il serait parti avant moi, donc. Et il est parti avant moi. Non, sans déconner. Non, ça s'est bien passé avec lui. J'aimais bien ses entraînements. C'était chouette. Bon. On va pas aller rechercher. Non, visiblement, Mike Trésor n'était pas le chouchou de John Van Den Brom. Voilà. Non. C'était qui à l'époque? Allez, on va pas vous mettre dans l'embarras, ne vous inquiétez pas, puisqu'on doit passer à notre séquence Face ID. On a souvent un bon retour sur cette séquence. On est content. Vous avez votre téléphone juste en face de vous, tous les deux. Mike, tu l'as en face de toi. Face ID, on prend le téléphone, hop, le visage, il se déverrouille. On trouve quoi comme fond d'écran? Quand on déverrouille chez moi. Quel est le fond d'écran? Un écran noir, tout simplement. Un écran noir. Ouais, un écran noir. C'est à l'image de ta simplicité ou? Ouais, je pense. Juste comme ça, au moins. Je sais pas. Je pense que c'est plus. C'est simple, c'est plus propre. Il n'y a pas de photo de famille Non, vraiment pas. Non. Même mon fond d'écran, il y a juste un petit texte, mais sinon, rien de spécial. Le texte? Si on peut le savoir. Hein. Oui, bien sûr. Il y a écrit Creativity is freedom, the absence of fear. Ouais. Donc la créativité, redites-le-moi parce que du coup, la créativité, c'est la liberté. C'est la liberté et c'est l'absence de peur. Voilà, c'est la phrase que vous lisez peut-être juste avant de monter sur le terrain, comme elle est là sur le fond. C'est peut-être ça. Ouais. Accro ou pas, finalement, au smartphone? Accro... Je dirais pas, mais on peut pas beaucoup faire ça en fait. Mais oui, c'est quoi le top 3 des applications que tu utilises le plus? Le plus, allez, déjà de 1, WhatsApp. WhatsApp, ouais. Après Twitter quand même. Ouais, sur Twitter. Après, on a eu du mal à te trouver pourtant Instagram. Sur Twitter. Mais bien sûr, il y a mon compte. Et après, bien sûr, j'ai un autre compte personnel où je peux partager tout ce que je veux. Donc WhatsApp, Twitter et Instagram. Et Instagram, ouais, où tu as quand même une belle petite communauté aussi sur Instagram. Le dernier message que tu as envoyé, Mike Trésor. Le dernier message que j'ai envoyé? C'était à qui? Si on peut savoir, toujours. Je peux regarder? Évidemment, dans la limite du respectable. Je suis sûr que Silvio Proto, c'était à Thomas van der Linden, notre éditeur, comme chaque semaine, que l'on remercie une fois encore pour le travail effectué, parce qu'il y a évidemment les gens que vous voyez, et il y a les gens qui sont juste derrière ce mur et qui font un boulot de dingue. Eh non, c'était mon épouse qui me disait « bon podcast, mon cœur », et je lui disais « merci, mon amour ». C'est mignon, Silvio. Mais Thomas n'était pas loin, c'est vrai. Moi, c'était un de mes anciens coéquipiers de Hollande, Eredivisie, qui joue à Willem II encore actuellement. Il s'appelle comment? Leroy Owusu. Ouais. C'était dans le groupe en fait, on est 3. Et tu lui as dit je dois te laisser, j'ai podcast? Non, en fait on me posait déjà la question par rapport à la trêve bientôt, ce qu'on pourrait faire. Sympa. Il y a une activité particulière que tu as envie de faire là justement? Comme je dis, j'y ai pas encore pensé. Je pense que je vais essayer de faire mon mieux d'être occupé pendant cette période-là. Très bien, on a encore juste envie de savoir quel est ce qui tourne le plus dans ta playlist. Dans ma playlist? Playlist de musique, des podcasts, quel est ton style? Mon style, je dirais bien sûr R&B, hip-hop,
Après, artiste, je ne sais pas si vous connaissez Gunna. Oui. Gunna. Et puis, Gunna et Brent Faiyaz. Ouais, ben ça met aussi un petit peu en parallèle entre ce qu'Obiulare nous a dit la semaine dernière. Obiulare, c'est l'opéra. Andrea Bocelli, par exemple, pour se mettre à fond dans les matchs, pour l'inspiration aussi qu'il peut retirer de ses musiques. Et on rappelle que, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Sambi Lokanga, c'était le gospel. Oui, ça c'est vrai. Voilà, chacun trouve là sa source de motivation et c'est ça qui est fabuleux, hein, le mélange de culture, de style. Aussi, j'avais dit dernière chose. Eh bien, la dernière chose, c'est maintenant. La dernière photo que tu as prise, Mike Trésor. La dernière photo que j'ai prise. Secrètement espérer qu'ils me disent. Bah, c'est le studio. Hein. Ouais. Ah. Non, j'ai pas encore eu l'opportunité. Mais la dernière photo que moi-même j'ai prise. Bon, il est en train de remonter. Ah ouais, avant la dernière. Parce qu'il y a des photos que moi-même j'ai enregistrées. Mais sinon, la dernière photo que j'ai prise. Je vois des coiffures. Des coiffures? Non, c'est juste une photo de moi, mais une ancienne. Les dernières photos vidéos que j'ai prises quand j'étais avec des amis. Mais sinon, la dernière photo que j'ai prise, c'est mon dernier post sur Instagram. Mon dernier post. Ouais. Le style, hein, quand même. Franchement, Mike Trésor, la classe sur le terrain, il faut le dire aussi en dehors, même si Silvio n'aime pas tes baskets. Bon, voilà, c'était le tacle d'avant émission, on verra si tu les partageras sur les réseaux sociaux ou pas. Ah bah Silvio. Non, c'est pas que je n'aime pas, c'est quelque chose que je ne serais pas maître en fait. C'est entre le Crocs et la Balenciaga, Mais c'est un style. Bien sûr, ça lui va très bien, mais c'est quelque chose que moi je me vois pas avec. Ça lui va très bien. Voilà, c'est chacun son style. Et, comme tu dis, les musiques. Moi, c'était le rap français que j'écoutais avant les matchs. Chacun son style. Il faut accepter tout le monde pour faire un bon vestiaire. Mais c'est pour montrer la bonne humeur qu'il y a avant, sûr. Pendant et après cette émission aussi. Merci Mike Trésor. Après, hein, on le verra tout de suite. Merci beaucoup en tout cas. Non, merci à vous d'être venu. Ouais. Expérience à refaire. C'était un bon moment. Ouais, très agréable franchement. Ouais, surtout. Bon, il faudra peut-être passer chez nos collègues néerlandophones hein, aussi. Ouais, aussi. Ouais. Ça, c'est le désavantage peut-être de devoir parler plusieurs langues. Tout le monde a envie de vous avoir. 5 buts, 5 assists, on le répète en 10 matchs. Et on croise les doigts pour toi en espérant que ce n'est que le début parce qu'on le disait, on aime bien voir Genk jouer. On aime bien aussi te voir performer. Donc voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et bonne suite de saison. Silvio, quand tu veux. J'attends l'invitation. La porte est grande ouverte. Donc super. voilà, tu as le numéro de Thomas, un petit message aussi. Génial. On boucle tout ça. Merci en tout cas pour ta fidélité, pour votre fidélité. Merci Mike Trésor. Et puis nous on sera là jeudi prochain sur Spotify, sur YouTube, sur la chaîne Eleven Sport, évidemment. Portez-vous bien d'ici là et bon week-end de foot. Ça arrive très vite. Ciao ciao.